a 50 ans, paraissait Du côté de chez Swann. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers. Première émission, la leçon de Proust, selon Roland Barthes. Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du Temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust? Roland Barthes. Pour l'écrivain, la leçon de Proust, c'est de pouvoir lui enseigner comment décider d'écrire. La très grande aventure qu'il y a dans l'œuvre de Proust, c'est cette mise en théâtre, cette mise en œuvre de la décision d'écrire. Et moi, alors je la vois, si vous voulez, sous forme de 3 actes successifs, 3 grands moments. Si vous voulez, le premier acte, on pourrait appeler ça la velléité aveugle. Dans ce premier moment, ou ce premier acte, le narrateur, n'est-ce pas, je ne parle pas de Proust lui-même, mais le narrateur veut écrire, mais il n'y arrive pas. Il est fasciné par la littérature, mais cette fascination ne s'accomplit jamais, et en même temps qu'il n'arrive pas à écrire, le narrateur est distrait, profondément distrait, au sens profond du terme, par la mondanité, par ce que Proust appelle d'ailleurs lui-même la frivolité. Et alors, dans cet état, il s'épuise dans une sorte de poursuite, d'une série de poursuites, des poursuites amoureuses, bien sûr, n'est-ce pas, avec Gilberte Swann, avec la duchesse de Guermantes, avec Albertine, et au fond, même poursuite, symboliquement transférée, si vous voulez, vers l'écriture, cette écriture qu'il n'arrive jamais à posséder, à accomplir, de même qu'il n'arrive pas à accomplir ses amours, et qui se réduit finalement pitoyablement et ironiquement pendant toute cette partie à un simple article qu'il arrive à passer dans le Figaro. Et alors tout ce premier acte de la velléité sans lucidité, de la velléité aveugle, c'est précisément tout le temps perdu. Et puis survient le second acte de cette sorte de grande aventure de l'écriture, qu'on pourrait appeler le découragement lucide, si vous voulez. Le narrateur a, concernant la littérature, une première révélation. Cette première révélation est d'ailleurs triste, tragique, car elle consiste en une sorte de démystification des dons littéraires qu'il se croyait. Un soir, au moment de se coucher, par hasard, il ouvre un volume du journal des Goncourt, volume qui est pastiché, si j'ose dire, parce que c'est Proust lui-même qui a écrit ce passage. Et ce pseudo-passage du journal des Goncourt relate et décrit des événements auxquels le narrateur a participé. Et cela donne une sorte de révélation au narrateur. Il constate, devant le caractère en quelque sorte prestigieux de cette littérature qu'il lit, il constate que lui, au fond, ne sait pas observer. Il constate qu'il ne sait observer que par intermittence, et seulement quand il peut comparer des choses entre elles, ou des êtres, ou des événements. Et il décide de renoncer, avec beaucoup de tristesse, mais avec lucidité, à toute littérature. Il n'essaiera plus d'écrire, il ne poursuivra plus cette écriture, et par là même, il pourra s'adonner sans remords à la mondanité et à la frivolité. Par conséquent, dans ce second acte, il y a une sorte d'acceptation
totale du temps perdu, du fait que le temps est perdu, qu'il est consumé et qu'il est irrécupérable. Et puis alors il y a le troisième acte, qu'on pourrait appeler l'acte de la félicité ou de la résurrection. Ayant donc décidé de s'adonner sans remords à la frivolité, le narrateur décide d'accepter une invitation qu'il a reçue pour une soirée chez les Guermantes. Et au moment où il arrive à l'hôtel Guermantes, il reçoit 3 chocs ou 3 signes célèbres. D'une part, en marchant sur des pavés mal équarris de la cour Guermantes, il a une sorte d'éblouissement, une sensation de félicité extraordinaire le pénètre parce qu'il retrouve exactement la sensation qu'il avait eue en marchant sur les dalles inégales du baptistère de Saint-Marc à Venise. Deuxième choc, à un moment, un valet de chambre heurte une petite cuillère contre un verre et ce bruit ressuscite en lui la sensation auditive d'un ouvrier des chemins de fer qui tapait avec son marteau sur les roues du train à un arrêt dans la campagne. Et troisièmement, alors qu'on lui sert un verre d'orangeade, il s'essuie la bouche avec une serviette dont le degré de raideur fait surgir aussi en lui le souvenir d'une serviette de bain dont il s'était servi à son premier séjour à Balbec. Et alors ces trois chocs souvenirs lui font comprendre qu'il y a un bonheur total dans cette sorte de collusion du passé et du présent. Et c'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité, n'est-ce pas ? En conjoignant brusquement un fragment du passé et une sensation du présent, on sort en quelque sorte du temps. Le temps est vaincu, le temps est retrouvé, et cela produit dans le narrateur une félicité tellement forte et tellement importante qu'il n'hésite pas à la considérer au fond comme une sorte de victoire sur la mort. Et c'est véritablement un sens profond, un sens fort de la vie qui fait que la mort devient acceptable. Et cette félicité est telle qu'elle rend bien entendu la décision que va prendre le narrateur absolument évidente. Il n'hésite pas un instant, il va renoncer à la frivolité, se confier à une vie ascétique totale, s'enfermer, et il va écrire. Il va écrire parce que précisément l'écriture est le seul moyen, il le comprend tout de suite, d'entretenir en lui cette félicité qu'il vient de découvrir par hasard, et félicité qui réside au fond dans la collusion du souvenir et du présent. Et par conséquent, il va se donner maintenant à l'acte d'écrire. Naturellement, l'écriture qu'il va choisir sera une écriture qui visera à retrouver ses propres profondeurs, d'où une charge assez amère et assez ironique de Proust contre l'école réaliste en littérature. Et à partir de ce moment-là, le temps est retrouvé. La soirée Guermantes, au début de laquelle se place cet épisode de métamorphose, en quelque sorte, la soirée Guermantes, eh bien, il sait que ça sera sa dernière soirée mondaine, exactement, si vous voulez, comme quelqu'un qui a reçu l'illumination de la foi saurait que c'est sa dernière sortie dans le monde avant d'entrer dans les ordres, ce qui donne d'ailleurs à la description de cette soirée une sorte de profondeur extraordinaire et d'extrême beauté. Et donc le narrateur va s'enfermer. Maintenant, il sait qu'il va écrire. Il a dépassé précisément le temps perdu et il a retrouvé le temps, c'est-à-dire ce qui est hors du temps. Ces 3 épisodes autour de l'acte d'écrire me paraissent, moi, extrêmement importants. J'y vois des leçons capitales pour l'écrivain moderne, enfin pour la modernité. Et je pense en disant cela précisément, peut-être d'une façon un peu étroite, mais aussi d'une façon passionnée et violente en quelque sorte, radicale en tout cas, je pense aux êtres, aux jeunes gens par exemple, qui veulent écrire, qui tournent autour de l'idée d'écrire, qui pressentent que écrire est un acte décisif pour eux, mais qui au fond rencontrent cette espèce de, disons, de petite névrose de la velléité devant l'acte d'écrire. Et alors même en se plaçant à ce point de vue-là,
eh bien, Proust donne une leçon extraordinaire. Il apprend d'abord que on ne peut pas écrire sans accepter une ascèse totale de la vie, même de la vie quotidienne. Il faut renoncer à la frivolité, ce que Proust appelle la frivolité, c'est-à-dire à la mondanité. Il faut s'enfermer, c'est un acte total, et la frivolité ne deviendra plus qu'une sorte de réalité rêvée qui sera le sujet du livre, mais l'auteur lui-même ne vivra plus dans la frivolité. Autrement dit, la première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale, et je dirais presque chirurgicale, entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux pour Proust. Et ça, je crois que c'est très important, et je dirais presque que c'est extrêmement moderne, c'est peut-être même d'avant-garde dans un sens, parce que depuis 20 ans, nous avons été habitués à une sorte de sentiment un peu dolosif, un peu malheureux, un peu tourmenté par un excès de responsabilité de l'écriture. Alors que pour Proust, écrire, c'est essentiellement être heureux, et c'est vouloir être heureux. Et alors la troisième leçon, c'est que cette écriture, toute écriture est une sorte de retour aux profondeurs de l'être, c'est véritablement une anamnèse, comme on dit, et cette anamnèse se fait au fond par comparaison, c'est-à-dire par comparaison d'événements, de caractères, de notations, c'est-à-dire qu'au fond, pour Proust, écrire, c'est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel qui ne surgit que par comparaison. Il y a 50 ans, paraissait Du côté de chez Swann. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composée par Robert Valette et réalisée par Georges Gravier. C'était la première émission, la leçon de Proust selon Roland Barthes.